Elle a commencé à me dire non mais toi, il te faut un exorcisme. C'est pas normal d'être lesbienne. C'était tellement pas courant pour moi que quelqu'un ne dise rien et juste l'accepte. On m'abordait beaucoup plus sur le fait que j'étais voilée et la plupart du temps c'était un peu en affront de me dire non mais pourquoi ta religion de toute façon c'est de la merde. Et là j'ai compris que ma vie elle allait pas être pareille. Bonjour mes petites lettres de l'alphabet, bienvenue sur Histoire Crépue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Queeredy, votre émission 100% queer et 100% POC. Ici on parle de tout, intimité, société, pop culture, toujours sans aucun tabou. Queeredy, ça veut dire ça dit quoi les queers en créole réunionnais, et ça tombe bien puisqu'on est là pour parler de nous, parler de tout ce qui nous concerne de près ou de loin, parler entre nous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de nos deux invités, Ipti et Sia. Ensemble, on va parler de ce que ça veut dire d'être queer, racisée et musulmane en France. On va revenir sur leur parcours, leurs doutes, leurs certitudes et surtout la manière dont elles arrivent à se construire dans des espaces safe. On est donc de retour avec vous deux, Sia et Ipti. Vous êtes ensemble depuis quelques temps et vous êtes toutes les deux musulmanes. Et c'est vrai que queer ou pas, c'est toujours un peu compliqué de trouver quelqu'un qui nous corresponde. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça fait du bien d'être avec une personne qui partage ses propres croyances ? Vraiment, ça met dans une bulle où tu as l'impression que de toute façon, la personne sait déjà. Et même les questions sont plus facilement abordables et t'as pas l'impression que tu dois refaire toute la culture et tout l'enseignement de quelqu'un à propos de quelques sujets que soit qui nous concernent toutes les deux en fait. C'est beaucoup plus simple. T'as cette question aussi du racisme. Par exemple, nous, on n'en a jamais vraiment parlé. On en a parlé juste quand on a remarqué que les gens ils nous regardaient bizarrement ou quoi. Et c'est juste une entente qui est naturelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questionnement en fait. C'est juste simple. Est-ce que vous avez l'impression que la manière dont vos identités sont perçues dans la société, c'est très caricatural ? C'est-à-dire qu'on a peut-être parfois l'impression de toujours devoir correspondre à un certain stéréotype de la femme musulmane. Et par exemple, vous deux, vous correspondez pas justement à ce stéréotype. Comment vous vivez ce décalage entre ce que les gens vous demandent d'être et ce que vous êtes réellement? Au début, c'est beaucoup une crise identitaire. Peut-être en mode est-ce que je suis légitime à être musulmane et après est-ce que je suis légitime à être lesbienne. Tu navigues un peu entre les deux et tu sais pas vraiment où est ta communauté parce qu'on va pas se mentir que ayant grandi dans une famille musulmane, l'islam et les musulmans en général c'est une communauté. Et c'est là que tu grandis et j'ai été éduquée par ces gens-là en allant à la mosquée, etc. Donc quand tu te rends compte que tu rentres pas dans tout ce qu'ils attendent de toi, c'est assez perturbant en tant que personne. Mais après, je pense qu'en grandissant, tu deviens adulte, tu rencontres d'autres personnes et tu navigues toute seule pour trouver ton endroit en fait et ta place dans tout ça. Et cette expérience commune, elle vous a un peu rapproché peut-être ? Le fait de toutes les deux Oui, il y a plein de choses où c'était jamais des discussions très profondes ou très sérieuses, mais juste de se rendre compte qu'on a vraiment dans des discussions banales où je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé quand je suis plus jeune par rapport à l'islam, par rapport au fait d'être queer, etc. En fait, directement, il y avait avoir ce truc de « Ah, mais moi aussi ». Et là, dans la période de Ramadan, etc., il y a plein de fois où on se racontait des choses et en fait on a vécu un peu la même route sur ce qui est un peu notre culture autour de l'islam et les doutes qu'on a pu avoir toutes les deux par rapport à notre identité. Au final, en fait, votre couple, c'est la safe place que vous êtes construit ensemble, parce que justement, Ipti, toi, tu me parlais un peu de ton parcours, etc., et que parfois, t'as été en danger parce que t'es musulmane, tout simplement, et qu'à l'époque, ça se voyait beaucoup plus que maintenant. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais voilée, et du coup, t'avais vraiment des comportements qui étaient très bizarres à mon égard. Tu vois, par exemple, quand je me retrouvais dans des endroits queer ou quoi, on m'abordait beaucoup plus sur le fait que j'étais voilée et la plupart du temps c'était un peu en affront de me dire non mais pourquoi ta religion de toute façon c'est de la merde, ils acceptent pas, ils sont homophobes, pourquoi tu crois encore à ça, franchement t'es bête de croire à tout ça et tout, et puis toi t'es juste là en mode les gars chill, j'ai juste envie de croire à ma religion tranquillement et d'être queer, enfin je vois pas en quoi ça peut être contradictoire si moi j'arrive à vivre avec, mais c'est beaucoup de ça, des gens qui vont te nier complètement une grosse partie de ton identité, une grosse partie de ta vie en fait, que tu t'es construit depuis très longtemps.
Mais ça, c'est insupportable. Genre. Même toi, tu m'avais parlé du fait que certaines personnes n'acceptent presque pas en fait le fait que tu sois musulmane juste parce que tu es un peu plus masculine physiquement parlant, genre. C'est surtout quelque chose de, en fait, ça leur paraît tellement impossible parce que souvent c'est dans la tête de personnes qui voient l'islam comme quelque chose d'extrêmement radical, forcément imposé, on peut pas bien vivre avec, que tu sois homosexuel ou pas, c'est juste quelque chose qui est imposé et surtout en tant que femme. Donc vu que dans leur tête c'est ça, si en plus t'es une femme, t'es queer, tu l'acceptes. Et en plus du coup à mon apparence, pour eux c'est vraiment un ensemble qui peut pas cohabiter parce que sinon forcément en fait pour eux je le vis tellement mal, tu vois, je le vis vraiment mal et donc je peux pas l'exposer aux gens, je peux pas en parler tranquillement, je peux pas n'avoir aucun doute sur qui je suis, sur l'image que je peux renvoyer, etc. C'est vraiment, ils vivent limite le mal-être à ma place quoi. Alors qu'il n'y en a pas. À leurs yeux, t'as l'impression que c'est le waouh, le scandale du siècle, t'as envie de te suicider tous les jours et tout. Moi, je le vis très bien, les frères. Ouais. Franchement, je sors, je fais mes courses, je bois de l'eau, tout va bien. Genre. C'est inimaginable pour eux et au final, ça fait quand même. Là, on peut carrément voir les expériences différentes entre le fait de porter le voile et que du coup, on va subir des oppressions et le fait de ne pas le porter, mais sauf que là, t'as pas le droit non plus d'être. En fait, c'est comme si t'es tout le temps nié, peu importe si t'es assimilé ou pas assimilé. Je sais pas si vous le voyez un peu comme ça. Toi, tu m'avais carrément donné des exemples de ce qui t'était arrivé à l'époque. Je sais pas si peut-être tu veux me parler, raconter un ou deux d'entre eux. Juste le fait d'être musulmane en France, t'es agressé, tu vois. Je me suis fait beaucoup agresser dans la rue et même dans des endroits queer, on aurait l'impression que c'est des endroits qui sont beaucoup plus safe. Mais même là, tu te fais agresser sexuellement par des hommes queer. Tu te fais agresser dans la rue, c'est juste, tu n'as jamais de pause en fait. Déjà parce que je suis une femme, déjà, à la base. Mais en plus, rajoute à ça le fait que j'étais voilée, que je suis musulmane, que je suis queer, c'est n'importe quoi. Juste pour donner un peu de contexte à la discussion, parce que je pense quand même que c'est important de souligner ça, c'est que la loi sur la laïcité, n'interdit pas aux croyants d'exprimer leur religion à travers leurs vêtements. En fait, ce sont deux articles du Code général de la fonction publique qui en parlent et qui imposent l'obligation de neutralité religieuse aux agents publics. Donc, il y a l'article 1 sur la liberté de conscience et de culte, et puis il y a l'article 2 qui dit que la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. À l'époque, ça avait totalement sa place puisque l'Église catholique avait un énorme pouvoir en France et que du coup, pour faire cette scission, on en avait bien besoin. Mais aujourd'hui, les politiques qui sont mis en vigueur, elles participent à un certain système de ségrégation. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ce que je dis, mais les femmes qui portent le voile se retrouvent privées du plein exercice de leurs droits puisqu'elles sont privées d'opportunités professionnelles, tout simplement. Elles sont limitées là-dedans et puis elles ont presque aussi perdu leur liberté à disposer de leur propre corps comme elles le souhaitent. Maintenant, même les abayas sont interdites, alors que c'est un vêtement comme un autre qu'on retrouve à Zara, comme n'importe quelle autre enseigne de prêt-à-porter. Et cette interdiction a aussi mené à l'époque à des exclusions scolaires. Alors, c'est une question qui est assez débattue, mais vous, honnêtement, vous avez remarqué quoi comme système de mise à l'écart? Comment c'est organisé concrètement et comment on vous met à l'écart? Comment on organise, comment le système organise cette oppression? Moi, je vais commencer déjà parce que j'ai été voilée pendant une grande partie de ma vie. J'avais commencé à porter le voile au lycée, donc ça avait déjà commencé là où tu te sens épié. Tu sais, les surveillants qui viennent te regarder à la sortie du collège, si tu le mets. Il se pouvait que des fois il y avait la police à la sortie de mon lycée et qui t'épiait toi aussi pour voir quand est-ce que tu remettais ton voile, etc. J'ai déjà été convoquée plusieurs fois pour oui mais tu le remets ton voile alors que tu viens tout juste de sortir, il faut attendre que tu partes un petit peu et puis t'es là en mode mais c'est des débats qui n'ont même pas place d'être. Ou même par exemple quand tu cherches du travail par exemple à chaque fois t'es obligé de demander ouais mais est-ce que vous acceptez si je porte le voile, et je trouve ça super humiliant de demander ouais est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme je veux en fait quand je viens travailler chez vous. Au-delà d'être un rapport à la société, c'est aussi un rapport à soi-même qui est très très bizarre parce que tu te poses continuellement des questions sur ouais mais comment les gens ils vont me voir, est-ce qu'ils vont accepter que je sois voilée, est-ce que je vais pas vivre une agression, est-ce que si, est-ce que ça. Mais ça, je trouve, c'est très propre au voile, parce que c'est très physique aussi. On le voit directement côté musulmane.
Toi, Sia, tu expliquais que tu t'étais réapproprié ta religion seule parce que tu n'avais pas reçu de vraie éducation religieuse, même si ta famille est musulmane. Et justement, est-ce que tu penses que c'est cette démarche-là qui t'a réconcilié un peu avec l'islam aussi, au final, parce que tu me disais que, justement, en vrai, même toutes les deux, ou que vous avez un rapport tout au long de votre vie qui a été un peu compliqué entre votre identité amoureuse et vos croyances, tout simplement. Toi, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu des années, je dirais milieu collège, où je me suis jamais posé la question de si j'étais queer ou quoi que ce soit. C'est plus les gens qui se posaient la question à ma place. Moi, je m'en suis rendu compte assez tard, entre guillemets. Mais c'est vraiment au début collège, 6e, 5e, qu'il y a des gens qui ont déjà posé ce mot sur moi, lesbienne. À ce moment-là, je savais même pas ce que ça voulait dire. Il y avait le mot lesbienne et il y avait eu le mot garçon manqué que je me porte depuis la primaire. Et du coup, on m'a imposé quelque chose. Moi, à chaque fois, je répondais que quand on me disait que j'étais lesbienne, je disais que non, vraiment, il n'y avait aucune possibilité parce que déjà, de toute façon, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas ce que ça englobait, etc. Je me rendais bien compte que de toute façon, les garçons ne m'intéressaient pas, mais je m'arrêtais là. Juste, je trouvais ça bizarre qu'au début, au collège, il y a des amourettes, les choses comme ça, on commence à te parler de ouais, un tel, une telle, et toi, tu es au milieu en disant, mais j'intéresse personne et il n'y a personne qui m'intéresse. Donc il y a juste cet entre-deux-là qui est bizarre. Et donc tu commences à te poser des questions sur ta vie amoureuse, mais je le vivais très bien à ce moment-là. Puis après, il y a eu, j'ai juste grandi. J'ai eu du mal à comprendre un peu plus, parce que du coup, je commençais à un peu plus réfléchir par moi-même. Et l'islam, ça résonnait comme rien en fait dans ma tête. Je croyais en Dieu, je savais qu'il existait, mais ça c'était depuis toujours, j'ai l'impression. Je priais parce que je priais avec ma famille. Donc tu reproduis machinalement, mais tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas le poids que ça a, tu sais pas forcément les gestes ou les mots que tu dis. Et en fait, il y a tout ça qui fait que c'est presque ça t'appartient pas. Donc en fait, au fur et à mesure tu grandis et t'es en mode, en fait, je sais que par contre, le moment où je me suis rendu compte que mon attirance vers les filles se dessinait, parce qu'à ce moment-là, je me disais bi. Mais tout le monde se disait bi. Oui, voilà. De toute façon, tu te dis, ouais, mais de toute façon, il y a l'islam, j'y connais rien. Je sais que je crois en Dieu, mais tu commences à être à un âge juste avant le lycée où il y a des personnalités qui commencent à se dresser, des gens qui commencent à répéter ce que les réseaux sociaux disent, les parents. Et tu vois, tu commences à entendre des discours et t'es en mode, mais moi, je veux pas ressembler à cette image de l'islam. Ça veut dire quoi, tout ça, en fait? Et du coup, tu te dis, mais d'accord, moi, je sais que je crois en Dieu. Je sais que quand même, il y a une attirance qui commence à se dessiner. Mais par contre, j'entends de partout que j'ai pas le droit d'être les deux. En fait, c'est quand tu commences à réaliser que, genre, islam s'associe à homophobie. Ouais. Et je pense que c'est là le moment où tu pètes un plomb dans ta tête par rapport à tes deux identités. Tu dis, mais attends, comment ça, l'islam, c'est l'homophobie? Et puis après, tu grandis et tu réalises les discours homophobes que tu entends même chez toi. Tu sais, quand t'es petit, tu comprends pas forcément, tu vois. Et quand tu grandis et que tu comprends ça, je pense c'est là le moment de scission où tu te dis, ah ouais, non mais, les gens, ils veulent pas que les deux, ils existent ensemble. Donc j'ai pas le droit, genre. Ouais. Du coup, en fait, c'est juste le moment où ça a été, entre guillemets, un peu tard, mon coming out et le fait de l'accepter, etc., que j'étais bi, du coup, au début. J'ai 15 ans, un truc comme ça. Et après, le moment où vraiment l'islam a commencé à plus résonner, que j'ai fait mes recherches, j'ai commencé à voir dans ma vie l'impact que ça avait positif sur moi. Tu commences à quand même te rapprocher de la religion, mais t'es entouré que de personnes qui n'y connaissent rien. Et du coup, en fait, tu te retrouves toute seule à pas comprendre certaines choses. Des fois, t'as des questions, mais t'as envie de les poser à des personnes qui ont ton âge, en fait. Donc, tes parents, tu te tournes moins vers eux pour poser cette question. Tu commences à quand même affirmer ton identité musulmane. Tu commences à t'éloigner de certaines choses. Tu vois, au début lycée ou même jusqu'à la fin du lycée, il y en a qui commencent à faire des grosses soirées, à boire, à t'inviter, etc. Et moi, j'ai jamais aimé l'alcool, etc., ni l'odeur, ni ce que ça provoquait, en fait. Et du coup, en fait, les gens commencent à te dire, oui, non, mais déjà, pourquoi tu bois pas? Ça, la question, je l'ai toujours. Hein. Vraiment, que la personne sache que je suis musulmane ou pas, la question pourquoi tu bois pas, ça, c'est un truc de ouf. France, vraiment, pour les gens, c'est un truc trop bizarre. Et du coup, je dis que je bois pas parce que d'une, j'aime pas ça et qu'au pire, voilà, j'ai essayé et voilà, on arrête là. Et en fait, après, tu dis que t'es musulmane.
Ah oui, non, mais pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu fumes pas? Parce que de toute façon, t'es musulmane, donc ça s'annule, en fait. Ouais. Tous tes efforts pour être, au-delà d'être une bonne musulmane, être une bonne personne, on s'en fout, parce que pour Dieu, ça veut rien dire, parce que t'es lesbienne, en fait. Donc pourquoi tu fais des efforts à te priver, parce que je fais pas d'efforts de me priver de boire et de fumer, vraiment, je n'aime pas ça. Mais pour eux, ça veut pas. Il faudrait que je fasse tous les maux du monde pour que ça résonne plus, quoi. C'était qui te disait ça? C'était d'autres personnes croyantes ou même des personnes athées ou même des non, personnes qui... des personnes croyantes, tu vois, mes meilleurs amis, c'est des croyants et c'est jamais sorti de leur bouche. Vraiment, eux, ils m'ont jamais dit ce genre de choses. C'était surtout des gens dont j'étais pas proche, mais qui étaient... Voilà, en fait, ils me connaissent de nom. Ouais, aussi. Ouais. Au lycée, les gens, ils commencent à poser des questions intrusives. Ils te connaissent de nom, ils ont fait des soirées avec toi et ils commencent à avoir des mots déplacés, en fait. Donc, c'était surtout ce genre de personnes. C'était jamais... De ce que je me rappelle, jamais des croyants. J'ai jamais eu ce genre de remarques de musulmans même c'est très radical, t'as pas le droit d'exister, etc. Très ferme. Pas radical, mais très... Ouais, mais jamais c'est sorti de la bouche d'un musulman, tu sais, tout ce jugement de... C'est jamais des croyants qui m'ont vraiment poussé presque vers la sortie de la croyance, quoi. Mais c'est grave intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, je sais pas si ces personnes-là, elles se considéraient comme homophobes ou pas, mais en fait, ce truc-là de dire que parce que t'es lesbienne, alors tu peux te permettre de faire tous les péchés du monde, c'est comme si eux-mêmes, ils reconnaissent que on est des pécheresses, on est des mauvaises personnes qu'on mérite d'aller en enfer. Enfin, ça revient à ça, même si eux-mêmes, ça se trouve, ils sont pas croyants. Le fait de faire ce lien-là, c'est un biais ultra homophobe au final. De se dire cette personne-là, de toute façon, elle a rien à perdre. Et même ce que tu disais par rapport à la foi, ça fait aussi réfléchir sur le fait que la foi, ça s'apprend pas. Tu disais que tu croyais en Dieu, même si tu croyais pas à la religion en l'islam à l'époque. Et donc, c'est encore plus difficile de se dire que on nous retire la possibilité de croire, la liberté de croire, alors même que du coup, c'est inné finalement. Ça vient de l'intérieur de toi. Finalement, toi, tu as dit que tu as eu quelques des petits questionnements, mais très très vite, tu es revenu à la religion. Mon éducation religieuse, elle s'est arrêtée on m'a appris des sourates. J'ai eu des cours d'arabe à domicile quelques fois. Je savais l'essentiel, mais vraiment l'essentiel. Enfin, l'essentiel. Je peux même pas appeler ça une base en fait, mais c'est vraiment, il y avait certaines choses que je savais, mais la majorité je savais pas, et je savais pas surtout comment le faire perdurer en fait. Avant mes questionnements, c'était surtout du néant, puis après il y a eu une grosse partie de doute et juste comment on combine les deux, quoi. Justement, quand il y a une personne qui apprend, en général, peu importe qui, disons que par rapport à toutes les fois où vous avez dû dire à quelqu'un que ouais, vous êtes à la fois lesbienne et musulmane, ça a été quoi les réactions? Et d'ailleurs, toi, je crois que tu m'avais dit que même parfois vous évitiez un peu de le mentionner. Il y a eu une grosse période où, quand vraiment j'ai compris tout ce que ça englobait l'islam, etc., que j'ai commencé à le ressentir, j'avais plus envie d'aborder le sujet parce que, surtout avec des personnes qui m'avaient vu dans des doutes faire n'importe quoi, etc., qui n'étaient même pas liés à l'islam, juste faire n'importe quoi parce que tu es en crise existentielle en fait. Même de toute façon, du coup, tu as le droit de faire des erreurs, tu es jeune aussi. Tu vois, tu te sens directement jugé en disant mais pourquoi tu reviens vers là? Nous, on a vu ce que tu as fait. Mais la plupart des réactions, c'est surtout genre, au bout d'un moment, t'es saoulé, t'as plus envie de le dire. T'es en mode non mais je sais déjà ce que tu vas dire, je sais ça va être quoi ta réaction, je connais le script par cœur en fait. Donc ça sert à rien que tu le dises ou que truc. Et puis dans tous les cas, est-ce que ça te regarde vraiment? Je suis sur TikTok, tu vois. En ce moment, t'as beaucoup de gens qui me disent ah mais du coup, mais c'est pas toi la lesbienne? Ah mais attends, mais c'est pas toi la musulmane? Mais est-ce que t'es encore musulmane? Est-ce que t'es ci? Est-ce que t'es ça? Je me dis, les frères, je suis pas là pour parler de religion. Non, j'ai pas envie, genre, c'est bon. De toute façon, ça vous regarde pas, genre. Justement, moi, ça me fait penser, ça veut dire que c'est quoi l'image de la musulmane parfaite selon la société française? Genre, à quoi elle ressemble, la musulmane, si elle existe, si elle doit exister, à quoi genre, ça serait quoi ses caractéristiques? Tu vas avoir des gens qui vont te dire ouais, la bonne femme musulmane, c'est celle qui est voilée, qui reste à la maison. T'en as d'autres qui vont me dire non, mais c'est celle qui élève les gosses. Et puis non, puis t'as celle qui... Je sais pas en fait.
Ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. Bien sûr. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a toujours, surtout maintenant peut-être que vous êtes en couple et que déjà c'est tellement rare aussi de voir des couples de femmes tout simplement, et encore plus si elles partagent les mêmes croyances, et encore plus si elles sont toutes les deux racisées. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que ça vous met pas aussi un espèce de poids de qu'est-ce que vous devez, à quoi vous devez ressembler, l'idéal que vous êtes censé ressembler, et au final ou bien vous vivez votre vie sans vraiment penser à tout ça. J'y pense. Je suis en mode, c'est juste une relation comme les autres, genre, on s'en ressemble. C'est les gens plutôt qui nous forcent à y penser, à quoi on doit ressembler. Enfin, le truc de quand on est dehors dans le métro ou des choses comme ça, les regards qu'il peut y avoir, mais t'as l'impression que t'as un truc au milieu du visage, quoi. Vraiment, c'est la première fois que j'ai des regards comme ça, même quand j'étais voilée. Mais les gens, ils se posent comme ça, ils te regardent comme ça. Sans honte, et ils sont en face de toi, genre. Et ils te regardent comme ça. Ils essayent de voir le moment pendant où genre déjà 10 arrêts de métro, genre. Ils vont voir déjà le moment où est-ce qu'on est vraiment en couple ou est-ce qu'on est deux potes. Est-ce que je suis un garçon ou est-ce que je suis une fille. Est-ce que on est aussi à l'aise pour se montrer en public et avoir le droit d'exister. Ouais, t'as l'audace. Voilà. Ouais, je te jure. Et du coup, tu remarques qu'on te voit en fait et qu'on est en train de te juger et qu'on voit que toi parce qu'on est focalisé sur toi. Et c'est déjà arrivé que des fois on rentrait dans le métro, on s'assoit et il y a quelqu'un qui reste en face de nous. Et puis tu vois toutes les phases de ah non mais c'est juste un voilà, truc. mais pendant ah non mais c'est une meuf. Ah non pendant mais les arrêts et les arrêts et les arrêts et tu te rends compte qu'en fait la personne elle veut pas Elle se pose des questions. surtout qu'enfin on sait si moi j'ai vu que tu m'as vu, je sais que toi aussi tu commences à capter, mais c'est des gens, ils nous voient comme des bêtes de foire un peu. Ouais, alors que tu vois, les gens autour de nous, de notre âge, etc., c'est souvent le cadet de leurs soucis. Putain, cette double sentence. Vous êtes en mode des prototypes qui se baladent dans Paris, quoi. Putain, c'est un peu cette double sentence de on est un couple lesbien, mais en plus, elle est noire, je suis arabe. Comment t'as réussi, en plus ça a été compliqué et tout, à un moment tu me disais, pour associer ces deux identités, ton identité amoureuse et tes croyances. Je suis passée par la phase bi, moi aussi. Hein. Je pense que ça surprend personne. Très facilement, j'ai pas eu d'éducation religieusement non plus. Je suis passée par une grosse phase de déni où j'étais là en mode non mais l'islam c'est pas pour moi, de toute façon je suis lesbienne. Et après je suis passée à l'inverse. Ah non mais je suis pas lesbienne, l'islam c'est pour moi. Je peux pas être lesbienne, genre faut que je finisse avec un homme. Et donc j'ai arrêté de côtoyer des femmes. Et à un moment j'ai juste accepté la réalité en face. Et je me suis dit mais attends, j'ai beau avoir côtoyé des hommes dans ma vie, j'arrive pas à m'attacher. J'arrive à rien faire avec ça. Je côtoie des femmes. Je côtoie des femmes, ça me brise le cœur, je suis en ruine. Au bout d'un moment, cousine, il va falloir voir la réalité en face. Il y a quelque chose que tu préfères entre les deux, et en même temps, t'as quand même la foi. Donc au bout d'un moment, t'as pas le choix. En fait, moi, c'est un peu rigolo, j'étais juste là en mode, bon, on fait comment maintenant? Et je dis, ok, les deux, et c'est tout, genre. Un truc aussi sur lequel on a eu de la chance, c'est que moi et Sia, sur ce travail-là, on s'est rencontrés au même stade. Parce que ça m'est déjà arrivé que, par exemple, dans certaines relations, j'ai rencontré des queer musulmanes, mais en fait elles étaient à un stade où elles acceptent pas encore qu'elles sont lesbiennes, tu vois. Elles sont là en mode non mais je peux pas être avec toi par rapport à la religion et tout, et puis t'es là en mode bébé, moi je sais pas, cette phase depuis 3 ans, genre moi ça fait 3 ans j'ai accepté comme je suis, et je pense qu'il y a ça aussi qui est dur à naviguer. Ouais, naviguer. Tu parlais un peu de ton expérience dans les lieux queer, etc. Est-ce que vous avez eu du mal à vous entourer au moment où vous avez accepté que vous êtes lesbienne, puis au moment où vous êtes accepté aussi dans votre croyance? Je pense qu'il y a un truc qu'on a en commun, c'est que toutes les deux on a grandi en province. Bon, moi dans une ville beaucoup plus petite que la sienne, mais moi j'avais vraiment un entourage de racisés, musulmans, très homophobe, très transphobe, enfin bref, très conservateur. Donc ça a été très compliqué, mais c'est à partir du moment où je suis partie de chez mes parents en fait que moi ça allait beaucoup mieux. Et Sia, je crois, c'est un peu la même chose. C'était carrément l'inverse. Non, en fait, j'ai grandi qu'avec des personnes. J'ai eu au bout d'un moment, mais ça dépendait vraiment où j'habitais en fait. J'habite dans le sud et j'ai fait plusieurs villes et villages et ça dépendait des fois, j'étais qu'avec des personnes racisées et musulmanes, mais j'étais très jeune. Et puis après, vraiment le moment où tu façonnes une personnalité, que ton entourage commence à être vraiment là, c'était que des personnes blanches pour la majorité. Et à ce moment-là, collège, lycée, tes croyances, elles sont un peu bancales. Là, maintenant, j'ai un entourage toujours assez blanc, mais il y a beaucoup plus de croyants dedans. Et des queers aussi, il y en a beaucoup dans mon entourage.
Et juste, il y a tout qui commence à s'imbriquer, tout le monde commence à avoir sa personnalité et même son acceptation personnelle. Donc ça se retranscrit aussi pour les autres qui pourraient avoir encore un peu des doutes, quoi. Mais justement, par rapport à tout ce qu'on disait, à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, enfin, ça me fait penser à une question, c'est est-ce que vous avez l'impression quand même qu'à un certain moment, pas juste la vision de l'islam que vous pouviez avoir au sein de personnes qui sont aussi musulmanes, mais la vision de l'islam en France, tout simplement, cette vision française, est-ce qu'elle vous a affecté au départ et justement, peut-être que c'est ça aussi qui, à un moment, vous a mis une espèce de... Moi, je sais que c'est ça qui m'a mis une distance avec l'islam au bout d'un moment. Parce que j'ai grandi beaucoup sur les réseaux sociaux, et même en dehors de ça, genre la télé et tout. Et c'est ça un peu, combiné au fait que j'avais pas d'éducation religieuse, qui m'a un peu fait side-eye de l'islam. J'étais en mode, ouais, mais c'est quoi ça en fait? Mais c'est après quand tu grandis et que tu t'éduques tout seul, tu vois que c'est pas vrai. Oui, non, ça a forcément un lien. Moi, la première image que je me suis faite, où vraiment je commençais à avoir un décalage, en plus avec tous mes doutes, etc., je me suis dit, mais là, l'image que vous me donnez, moi, j'ai pas l'impression que les gens que je côtoie, qui sont musulmans autour de moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont aussi méchants que ce que vous pouvez dire, en fait. Vraiment, l'image que l'islam a en France, c'est extrêmement violent. Et puis si vraiment on connaît l'islam que par la télé, que par des gens qui sont contre et qui n'y connaissent rien, mais c'est terrifiant en fait. Et évidemment qu'après ça, t'as pas envie de côtoyer des musulmans. Quand t'es musulman et que tu connais rien, tu te dis mais moi je veux pas ressembler à ça. Et juste tu t'éloignes de tout ça et ça fait vraiment beaucoup de mal. L'image que l'islam en France, ça fait beaucoup de mal aux musulmans. En fait, ça fait une espèce de caisse de résonance avec l'aliénation coloniale. Par exemple, je parle de ce que je connais par rapport aux Outre-mer. Il y a ce truc de tout ce qui est culturel, qui vient de l'Occident, etc. C'est au-dessus. Mais c'est l'aliénation coloniale, elle passe aussi par le fait de rendre la culture de l'oppressé négative. Et du coup, ça fait que les gens vont se séparer de leur identité. Bon, at some point, t'as des gens qui grandissent, t'en as qui vont quitter l'islam, t'en as qui vont malheureusement renier leur sexualité. C'est un chemin qui est vraiment différent chez tout le monde et en même temps, tu comprends tous les chemins possibles parce que on connaît la société. Et il n'y a pas un espèce de code qu'on peut craquer pour se défaire de cette aliénation-là, particulièrement dans ce contexte-là? Parce que même si ça touche plein d'autres choses. Si toi-même, t'as pas cette envie-là de sortir de ça, tu sortiras jamais. Si toi-même, tu décides pas du jour au lendemain que tu as envie, ça n'arrivera pas. Et ça demande beaucoup de courage, parce que même moi, genre, sortir de ce truc-là un peu, ça demande trop de courage, parce que t'as l'impression que t'as le monde contre toi. T'as tes parents, enfin, ta famille, tout le monde, t'as l'impression de tout perdre, en fait. Comment vous réagissez quand une personne utilise la religion pour critiquer votre identité? Et surtout, ça vient de quel genre de personne? Quand est-ce qu'on vient utiliser la religion pour critiquer votre identité? Et qu'est-ce que vous répondez? Non, je calcule même plus. Franchement, comme je t'ai dit, la plupart du temps, quand je reçois ces messages-là, si c'est pas en vrai, ça va être sur TikTok. Il y a une fonctionnalité très 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 bien qui est de supprimer les commentaires. Franchement, crois-moi que je me gêne pas. Des fois, c'est même elle qui regarde à ma place, parce que des fois, c'est très violent. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est des trucs, ça m'énerve, mais un truc, c'est pas possible. En fait, avoir ce genre de débat avec moi et de m'attaquer sur deux choses qui sont profondément moi, mais c'est rapidement des débats, en fait, tout est tellement absurde et stupide, parce que ils vont te sortir rien de concret, en fait. Rien qui existe pour de vrai. Tout ce qui est vu à la télé, ah oui, non, mais moi j'ai vu ça, moi mes parents ils m'ont dit ça, mais ressors-moi ça à la gueule alors que moi je le vis. Tu prends une chose qui me correspond et qui est à moi, en fait, ma foi, pour m'attaquer sur une autre chose qui est moi profondément, mais c'est trop violent, en fait, ça t'attaque dans tout ton être. Et du coup, en fait, c'était vraiment avant que ça me... C'était vraiment, je le prenais à cœur. C'est pas des trucs où à la fin de la journée je vais m'en rappeler, mais juste sur le coup, jamais de la vie je vais te laisser partir avec ce que tu viens de dire, en fait. Ça peut pas arriver. Je peux pas te laisser sortir en te disant que tout ce que je représente est mauvais pour tout, en fait. Ça n'existe pas. Je peux pas laisser faire ça. Justement, en plus, on en avait parlé sur WhatsApp et tu me disais que souvent, dans ton cas à toi, ça venait même pas de personnes de ta communauté, mais de personnes qui sont pas croyantes et qui en plus sont blanches.
Ah, mais c'est souvent des personnes qui n'ont absolument rien, que ce soit avec le milieu queer ou avec le milieu de l'islam. Souvent, c'est juste des personnes qui ont aucune représentation et toi, te connaissent pas vraiment, en fait. En fait, ils sont concernés par rien du tout. Ils ont l'impression d'avoir la science infuse. Ouais. Non, mais moi, je sais mieux que vous. Donc, en fait, souvent, les gens se disent que c'est sûrement des croyants, des personnes racisées, des personnes musulmanes dont je me prends le plus de haine ou des réflexions vraiment déplacées, mais c'est très très rarement de leur part en fait. C'est intéressant qu'on parle de ça, du fait aussi que certaines personnes blanches peuvent nous renvoyer à nos origines ou viennent vous dire les gens de chez toi de toute façon ils t'acceptent pas, parce que de manière plus globale c'est une tactique qui s'apparente à de l'homonationalisme. D'ailleurs, ça me donne l'occasion au final de vous partager la chronique d'une amie journaliste queer et musulmane qui a préféré rester anonyme. Et donc, c'est moi qui vais lire sa chronique aujourd'hui. L'homonationalisme, c'est une mécanique politique. C'est quand les responsables de la droite ou de l'extrême droite utilisent les droits homosexuels comme prétexte pour faire passer des idées racistes et islamophobes. Et j'insiste sur le droit des personnes homosexuelles parce qu'il ne s'agit que de ça. Les personnes transgenres restent largement rejetées par l'extrême droite aujourd'hui. Parenthèse faite, le message est simple. Nous, on protège les gays, nous, on est modernes et ça leur permet de mieux dessiner un eux présenté comme arriéré et dangereux. Mais pendant ce temps, ces mêmes partis continuent de bloquer des droits concrets pour l'ensemble de la communauté queer. D'ailleurs, ici, je ne donne qu'une infime partie de la définition de ce concept développé par Jasbir Puar en 2007. Si vous voulez creuser davantage, je vous conseille de vous tourner vers ces ouvrages. Prenons donc le cas du RN. En France, le Rassemblement national a bien compris cette stratégie. Un exemple frappant, c'est l'intervention du député Jacobelli à l'Assemblée nationale qui se pose en grand défenseur des homosexuels contre les ennemis musulmans radicalisés. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Violente passe d'armes entre le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli, et les Insoumis à l'Assemblée nationale, jeudi 22 janvier. Alors que les députés examinent une proposition de résolution des Républicains visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes, le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, prend à partie la France insoumise. Si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. La réaction est immédiate par le biais du député insoumis Pierre-Yves Cadalin. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine. Honte à vous, excusez-vous. Ambiance électrique qui oblige le président de séance Sébastien Chenu, RN, à suspendre les débats. Le bureau de l'Assemblée nationale a été saisi des propos de Laurent Jacobelli et se réunira le 18 février prochain avant de prononcer une éventuelle sanction. Ouais, dinguerie, il a tout whippine le Jacobelli. Ici, pour invectiver les musulmans, le député RN s'en prend à LFI, ce qui n'est pas surprenant puisque depuis plusieurs années, le parti des Le Pen tente de construire l'image d'une LFI extrémiste, wokiste et islamo-gauchiste afin d'en faire des opposants parfaits. Néanmoins, ce discours est actif de vieux réflexes coloniaux. D'un côté, le « nous » français qui désigne une civilisation éclairée et de l'autre, eux, barbares et homophobes. Mais le RN ne s'arrête pas là pour séduire l'électorat gay. Il y a quelques mois, un autre député du parti disait de Marine Le Pen « Puisqu'elle a été discriminée toute sa vie à cause de son nom, Marine Le Pen a cette même blessure que les homosexuels. Elle les comprend comme Mylène Farmer. » Voilà, à deux doigts de dire que Marine Le Pen est morte sur la croix pour nos péchés, quoi. Et pourtant, en 2018, par exemple, le RN n'a pas voté pour l'interdiction des thérapies de conversion au Parlement européen. Les députés se sont soit abstenus, soit ont voté contre. En gros, l'extrême droite ne nous défend jamais, sauf si c'est pour stigmatiser les musulmans. Mais il faut admettre que cette posture donne des résultats concrets. D'après un sondage IFOP sorti l'année dernière, 30% des hommes gays voteraient Bardella au premier tour des présidentielles 2027. Pour Jasbir Puar, l'homonationalisme contribue à produire une forme de ségrégation au sein même de la communauté queer, en traçant une frontière entre les bons gays blancs laïcs assimilables et les autres, ceux qui restent trop musulmans, trop racisés, trop croyants pour entrer dans le cadre. L'objectif est clair. Maintenir intact le statu quo des structures raciales et sociales tout en se drapant dans un vernis progressiste. Mais alors, dans
tout ça, que fait-on des musulmans queer? Non, parce que je sais qu'au RN, ils voient tout en noir et en blanc, mais il s'agirait de nuancer. On fait quoi des gens pour qui foi, identité de genre et sexualité sont indissociables et non contradictoires? En plus d'exister, la communauté queer musulmane s'organise et crée ses propres structures et cadres d'existence. Autour d'Iftar, pendant le mois sacré du Ramadan, ou dans le cadre privé d'une prière menée par une personne trans. Au final, le véritable scandale, c'est peut-être cette liberté-là qui dérange. Celle qui ne se fera jamais attraper par ceux qui sont persuadés la détenir, qu'ils soient jacobellis ou frères musulmans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle justement, l'homonationalisme? J'ai appris ça justement en lisant cette chronique qu'a écrit mon ami. Avant, je connaissais pas du tout ce mot-là de homonationalisme, le fait que on nous utilise un peu les uns contre les autres pour se taper dessus, quoi. J'en ai jamais entendu parler en termes de vraiment qu'il y ait un mot, mais sinon le voir au quotidien, entre guillemets, à la télé ou les choses comme ça c'est quelque chose que je vois. Et vous aviez déjà entendu parler de Jacobelli ou vous le connaissiez pas? Vous avez jamais vu? Vous aviez vu la vidéo? Ouais, normalement il passe au tribunal aujourd'hui. Donc peut-être que quand la vidéo sera sortie, on saura qu'est-ce qu'il en est, parce que bien évidemment que des paroles comme ça, c'est punissable par la loi. Je vous avais demandé de me raconter des anecdotes, si vous en aviez préparé une. Qui c'est qui voudrait commencer? Mon anecdote, elle est un peu plus... pas joyeuse, mais elle est un peu drôle quand même. C'était un jour à un de mes travails, j'ai été confrontée à une collègue à moi qui était homophobe. Je me suis retrouvée en face d'une dame qui avait la quarantaine, racisée, etc., très homophobe. Et elle a commencé à me dire « Non mais toi, il te faut un exorcisme. C'est pas normal d'être lesbienne. Oui. T'as un exorcisme, t'es possédée par le diable et tout. Faut faire quelque chose. T'inquiète pas. » Je te jure, elle a commencé à me tenir les mains, à me dire « T'inquiète pas, ça va aller. » et tout. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et puis elle a commencé à me parler de sa vie sexuelle et de moi, ce que ma vie sexuelle devrait être, que je devais avoir une vie sexuelle hétéro, enfin bref, elle incitait carrément à mon viol correctif, tu vois. Et en fait j'étais juste choquée de la dame, j'étais en mode d'accord, j'ai rigolé quand même à raconter ça, mais en vrai de vrai c'était super violent, tu vois. Mais ce qui a été drôle, c'est que plus tard sur ce taf là, du coup je suis devenue sa manager. Elle a trop le seum là, je suis obligée, elle a trop le seum. Après elle s'est calmée. Après, elle a plus rien dit et tout. Elle va dire quoi, la manager? Tranquille et tout. J'ai mis un peu des coups de pression. J'avais mis un peu des coups de pression. C'était quoi les coups de pression? Ça va. Non, mais j'en avais parlé, quoi. Je m'étais pas tue. Je m'étais pas tue et ça m'avait bien aidé au travail. Et puis voilà, quoi. En vrai, c'est une bonne chose que t'aies pu en parler et que carrément ça t'a pas desservi, parce que ça se trouve pour d'autres personnes. Je pense pas que c'est tout le temps que dans ce cas-là, mais en vrai, ça veut dire que, mis à part elle, t'avais quand même des bons collègues. Moi, c'était au moment de mon coming out. Dans la tête des gens, c'est noir ou blanc. Soit t'es une petite fille comme toutes les autres, les cheveux longs, tu t'habilles avec des robes, tu joues à la corde à sauter. Je m'habillais qu'en pull et en pantalon. Je jouais tout le temps au foot. J'ai fait que des sports en mode escalade, judo, etc. Dans la bouche des enfants, il y avait certains qui me sortaient le mot garçon manqué. J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. Je comprenais qu'on me disait que j'avais l'air d'un garçon. Et donc avec ma mère, on a rapidement eu pendant mon adolescence, les moments de doute, etc., des discussions. Et il y a eu des discussions sur, du coup, mon identité juste en tant que personne. À ce moment-là, j'avais pas encore fait mon coming out. Elle était vraiment très supportive. Elle a eu des discours en me disant que il fallait pas que je laisse des gens m'appeler garçon manqué et que je devais pas m'assimiler au mot garçon manqué parce que j'étais une fille réussie et qu'elle détestait ce mot. Et que elle-même, quand elle était plus jeune, elle était aussi gros pull, gros pantalon. Elle jouait qu'à des jeux de garçons, etc. Elle me disait, parce qu'elle avait eu besoin peut-être de l'entendre quand elle était plus jeune, même si je sais que ma grand-mère, elle est... Enfin, je sais pas comment dire, mais elle est exceptionnelle. Vraiment, elle a jamais eu un mot de travers. J'ai jamais pensé qu'elle savait que j'étais lesbienne, tu vois. Elle m'a jamais posé de questions réellement. Mais un jour, elle a eu une remarque envers moi, c'était par rapport au fait d'avoir des enfants, etc. Et en fait... Par sa remarque, j'ai compris qu'elle savait que j'étais lesbienne. Mais en fait, c'était tellement... C'était il y a pas longtemps en plus. Ouais, c'était tellement pas courant pour moi que quelqu'un ne dise rien et juste l'accepte.
que juste j'étais en mode ah mais tu sais et t'as jamais changé un poil de ton comportement avec moi quoi. Et du coup pour revenir à ma mère, quand j'ai fait mon coming out, il s'est hyper mal passé parce que je l'ai fait de la pire des manières. Moi je l'ai fait pendant une dispute et du coup bon c'est une idée de merde quoi. T'as le droit de faire quand tu veux. Et du coup ça en fait ça s'est mal passé. Il y a eu c'était que des engueulades etc. D'une, je l'ai fait trop tôt, entre guillemets, même si je savais que c'était la vérité. Je l'avais pas encore assez accepté, etc. Mais du coup, après ça, je suis juste allée dans ma chambre et j'ai fait un peu le process de tout ce qui venait d'être dit. Et là, j'ai compris que ma vie, elle allait pas être pareille avec mes parents. Là, j'ai compris que ça allait, ouais, vraiment que c'était. À partir que le truc il est fait, t'es là en mode ah ouais non mais c'est un gros truc en fait. Non, j'ai pas réfléchi quoi. Je l'ai vu comme quelque chose. C'est les hormones de l'adolescence. Réfléchi à ce que ça pouvait engendrer en fait. Et du coup, bref, dispute avec un de mes parents. Et du coup, je vais dans ma chambre pour process, etc. Et pour moi, c'était passé en fait. Je me dis, ok, bah, maintenant c'est fait et on va faire avec quoi. Et puis du coup, après ça, il y a ma mère qui est venue dans ma chambre. Elle m'a dit que j'avais été hyper courageuse de le faire et qu'elle m'a posé quelques questions. Comme j'ai dit, elle n'est pas intrusive, mais quand même, elle a toujours fait en sorte que tout ce que je représentais, je l'accepte toujours. Et que je sache qu'il y a quelqu'un qui savait, qui voyait, qui allait pas forcément poser des questions intrusives, toujours remettre des doutes, etc. Mais juste quelqu'un qui te voyait en fait. Mais c'est marrant ça. Mais ta mère elle est incroyable. Je l'aime tout. Mais ouais non mais vraiment. Mais ouais elle est incroyable tellement. Et même vraiment moi ça me touche la phrase garçon manqué, fille réussie. Je suppose que même jusqu'à aujourd'hui, là si t'en parles c'est parce que elle est jamais sortie de ta tête. C'est une phrase qui est restée gravée, mais c'est parce que même sur le coup ça m'a beaucoup touchée. Mais juste ça a un truc, vu que quand j'étais petite, quand on me l'a dit, ouais bon, bah, peut-être que je ressemble à un garçon, peut-être que je fais des trucs de garçon, je traîne qu'avec des garçons, ok peut-être, mais je sais que je suis une fille. Donc c'était bizarre, mais d'un autre côté, entre guillemets, je comprenais, même si bon, c'est juste, voilà. En fait, ça met c'est le genre de remarque, ça met des doutes là où il y en a même pas. Ça, en fait. Parce que, même moi, en vrai de vrai, quand j'y repense et tout, quand j'étais plus jeune, je me suis pris des remarques comme ça. Pourquoi ? Parce que genre j'avais envie de jouer à la voiture, quoi, tu vois. Parce que mes parents ils m'habillaient encore à l'époque, donc j'étais habillée comme eux, ils voulaient que je m'habille. Je calculais pas, mais juste le fait que l'attitude va pas avec en mode de la dinette, on te dit des trucs comme ça et au fur et à mesure quand tu grandis toi-même tu te poses des questions. Oui, en fait elle a toujours fait en sorte que du coup je fasse les choses qui me ressemblaient à moi. Tu sais tu es par exemple dans une classe où il y a des filles il y a aucune fille qui te ressemble en fait. Donc tu es là en mode je vais peut-être jouer au même jeu qu'elle, je vais peut-être commencer à moins vouloir mettre des pulls, mais plutôt peut-être une robe ou une jupe et tout. C'est jamais des choses que j'ai réussi à faire avec mes vêtements. J'ai jamais réussi à être à l'aise avec juste des robes, des jupes, etc. Et bon après maintenant je pense que mes vêtements ça dérange beaucoup moins parce que les femmes s'habillent vraiment comme elles veulent. Et du coup, un pull fait pas que t'es moins féminine, en fait. Pour clôturer cette émission, je vous propose un petit jeu. Je vais vous décrire une situation. Si c'est une situation qui correspond à un green flag, vous agitez le green flag. Et si ça correspond à un red flag, vous agitez le red flag. Ton ex t'a quitté en te disant qu'elle ne peut pas être avec toi parce que ça va à l'encontre de sa religion. Puis t'apprends plus tard qu'elle est avec une meuf. Green flag ou red flag? C'est du foutage de gueule. Mais tout à l'heure, t'as dit le cheminement et tout, et là, tu mets le red flag. Non. Ah, c'est plus cheminement maintenant. Cheminement toi, cheminement moi. On n'est pas au même stade. D'accord, ok. Je suis... Red flag. C'est se faire briser le cœur facilement là, c'est pas possible. T'es dans un espace queer qui se dit inclusif et tu t'es fait des nouvelles connaissances, mais à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive dans la pièce, on te présente toujours comme la musulmane du groupe, genre ça vient juste après ton prénom. Non, c'est horrible. Je suis la musulmane de service. J'ai pas envie d'être la token musulmane, token lesbienne de n'importe qui là. Tu t'es fait des potes à la fac et tu te rends compte qu'ils ont des amis homophobes et racistes, mais ils t'assurent que eux, ils sont pas d'accord avec ces idées, genre juste ils connaissent ces gens-là depuis longtemps et du coup ben voilà. Mais je peux pas mettre, je mets les deux parce que j'ai connu des gens dans ces situations et oui ils le sont pas.
Donc tu mets les deux. Je le sens pas, pourquoi tu traînes avec moi, assume et arrête d'être pote avec ces gens. Genre. Oui, Si t'as des mais- valeurs, elle est jusqu'au bout. genre. Il y a des gens, les valeurs, c'est Je suis pas très si stricte. important pour ça. Hein. Moi, je suis très stricte. Ça Ok, va. C'est du elle coup- qui me tempère un peu dans la relation. Je suis très... Non, ça va, je le suis. Elle te radicalise et toi tu... Bah, au final, on a eu un green flag. Merci beaucoup les filles de m'avoir accordé de votre temps, d'être venues ici. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver leur Instagram et leurs réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Mes chères lettres de l'alphabet, je vous remercie d'avoir regardé Kouridi. Comme d'habitude, on attend vos retours avec impatience. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et ce que vous aimeriez voir ou pas la prochaine fois. On compte sur vous. Merci à Ipti et à Sia de nous avoir fait l'honneur de venir et un gros merci à DJ Dan pour le jingle du générique. Si vous avez apprécié notre contenu, alors likez la vidéo, rejoignez notre communauté en faisant un don à Histoire Crépue. Tous les détails sont en description. Sur ce, on retrouve ça.